On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis ravie de tourner puisque comme son titre l'indique, nous allons parler de mode et de politique. Nous n'y pensons pas assez, mais les sphères de la politique et de la mode sont des sphères pleines de connivence qui s'imbriquent sans cesse puisque la politique comme la mode gouverne nos corps, nos identités, crée des normes, des conventions et donc régule en quelque sorte nos existences, la manière dont on se met dans l'espace public et la manière dont on va interagir avec les autres. Or, on a peu étudié la mode parce qu'on l'a souvent jugée au cours de l'histoire comme étant futile, frivole, réservée aux femmes. Cette vidéo va chercher à prouver que c'est tout à fait le contraire et qu'on peut totalement utiliser la mode dans un combat politique, que la mode peut être l'instrument de la politique et donc servir une cause et être une mode engagée, ou au contraire, je vais aussi chercher à vous montrer comment les politiciens, les politiciennes et la politique de manière générale peut se servir d'un vêtement ou d'un habit. Pour débuter cette vidéo, j'avais quand même envie de faire appel à une petite citation, jolie manière élégante de légitimer mon sujet. Je vais vous lire Honoré de Balzac, issu de Traité de la vie élégante. Vous verrez toujours un progrès social, un système rétrograde ou quelques luttes acharnées se formuler à l'aide d'une partie quelconque du vêtement. Hélas, cette vidéo, si je voulais traiter tout ce que j'aimerais traiter dedans, ferait 5000 heures à peu près. Du coup, si le format vous plaît, si l'idée vous plaît, écrivez-le moi en commentaire et en fait j'en ferai une série parce qu'il y a vraiment énormément de choses à dire. Dans cette vidéo, je vais donc étudier deux cas de figure. Ce sont deux femmes qui en fait sont un peu pour moi l'exhibit A, l'exemple canonique de ce que pourrait être une imbrication politique mode dans un sens comme dans l'autre. La première, ça va être Marie-Antoinette qui a posé les prémices et les bases de la politique et de la mode. Et ensuite dans une deuxième partie de vidéo, je vais vous parler de Marie Quant et de l'utilisation et l'instrumentalisation de la mini-jupe pour le combat féministe de l'époque qui était en fait la révolution sexuelle. J'ai décidé de vous parler de ces deux figures-là dans cette première vidéo parce qu'en fait elles me passionnent, je trouve qu'il y a énormément de choses à dire. Commençons donc par notre chère Marie-Antoinette d'Autriche. Ce n'est pas un hasard si le XVIIIe siècle est le siècle favori de monsieur Karl Lagerfeld. Il lui avait en effet dédié un de ses défilés, le défilé de janvier dernier, qui est un des derniers défilés de Lagerfeld. C'était le défilé haute couture printemps-été 2019, qui s'inspirait du XVIIIe siècle. Pourquoi est-ce que le XVIIIe siècle est-il si fécond dans l'imaginaire de Lagerfeld? Parce que tout simplement c'est un siècle qui a imposé un tournant dans la mode, et ce en partie grâce à notre chère Marie-Antoinette. Après un siècle très endeuillé qui était le XVIIe siècle, parce qu'en fait sous le règne de Louis XIV, tout était, en matière de mode en tout cas, extrêmement sinistre, il y avait beaucoup de gris, beaucoup de noir, c'était pas très gai. Le changement et l'institution de la mode dans le XVIIIe siècle, oui, se fait avec déjà Louis XV, qui était un roi libertin, qui adorait s'amuser, qui était très frivole et qui aimait beaucoup les arts, qui a donc déterminé une place très importante des arts dans sa cour, avec le théâtre, avec l'architecture et donc la mode. C'est finalement un peu le développement d'une sorte de frivolité comme étant un art de vivre. À la cour désormais on fait très attention à comment on paraît. On va aller vers le style avec Louis XV rococo, avec beaucoup de tissus et d'étoffes très nobles comme la soie, beaucoup de brocart, des broderies, du taffetas, beaucoup de motifs floraux, beaucoup de bijoux, des coiffes qui n'en finissent plus, beaucoup de maquillage, bref, c'est le rococo. Marie-Antoinette est née à Vienne, elle a vécu à Vienne sa petite enfance, son adolescence, et en fait à 14 ans elle a eu ses premières règles dit mariage, parce que procréation est la clé bien évidemment. Donc elle est promise à Louis XVI, qui n'est pas encore roi à cette époque-là. Et donc 2 jours après ses règles, à 14 ans seulement, elle est arrachée à sa famille, elle quitte Vienne et va en direction Versailles. Très vite, elle est très mal aimée au sein de la cour parce qu'en fait, elle suscite beaucoup de jalousie. Déjà, elle est très belle, elle est très gracieuse, mais surtout, elle enfreint un peu les règles, elle s'en fout un peu qu'on médise sur elle. Vient alors la mort de notre cher Louis XV et donc l'avènement du nouveau roi, Louis XVI, et donc l'avènement surtout de notre nouvelle reine, Marie-Antoinette d'Autriche. Marie-Antoinette d'Autriche devient reine et alors ça y va. Le budget
fashion n'a jamais été aussi élevée. Il faut savoir en sous-texte que Marie-Antoinette a reçu quasi aucune éducation comme c'était le cas pour toutes les femmes à l'époque, si ce n'est que l'éducation du paraître, c'est-à-dire elle a pris des cours de danse, de chant, des cours de maintien, mais à part ça, on lui a jamais appris la politique, etc. Donc elle n'y connaît rien, elle est très nulle dans toutes ces matières-là. Du coup, elle a toujours dû répondre au dicton « Sois belle et tais-toi » en quelque sorte. Bref, donc Marie-Antoinette est reine de France et c'est franchement le dindon de la farce. Tout le monde se moque d'elle, tout le monde lui dit qu'elle a 15 millions d'amants. C'est peut-être vrai, mais bon, on a même écrit des pamphlets contre elle et aussi des petits textes pornographiques. On dit d'elle que c'est une prostituée babylonienne. Moi je trouve cette insulte plutôt stylée, mais bon, Marie-Antoinette va compenser son manque d'éducation avec la mode. C'est là où je vous dis que la mode peut jouer un rôle politique énorme parce qu'elle lui permet de se réapproprier une individualité et surtout de s'approprier un personnage public qui n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu la mode en fait. Il y aurait juste eu Louis XVI. Ça rejoint tout à fait la théorie de Simmel dans son ouvrage Philosophie de la mode que j'ai juste là et que je vous conseille de lire si vous êtes intéressé par les questions de mode. C'est un tout petit bouquin qui pose vraiment les concepts clés pour déchiffrer la mode. De toute manière, j'ai fait une vidéo sur ce livre qui récapitule un peu ce qui pour moi est primordial, donc je vous la mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Bref, ça rejoint le concept de Simmel qui dit qu'en fait la mode a longtemps servi pour les femmes de substitution à leur statut professionnel ou en tout cas à leur statut politique. Puisqu'elles étaient complètement effacées de la vie politique et même de la sphère publique de manière générale, la mode leur a permis de gagner et d'empiéter de l'espace en fait. Et c'est hyper vrai pour Marie-Antoinette. À travers ses apparitions publiques qu'elle jouait et surjouait en surenchérissant toujours dans des costumes toujours plus beaux, plus luxueux et qui forcément faisaient parler d'eux, elle a réussi à avoir une forme de pouvoir. À tel point que finalement ce n'était plus le roi qu'on suivait et qui donnait le ton en matière de tendance, mais c'est elle. C'est-à-dire que Marie-Antoinette sortait avec des robes qui ont été faites sur mesure pour elle et après chez les grands marchands de mode à Paris on répliquait, on refaisait ces costumes là et ils étaient redistribués à travers toute la France et même à travers toute l'Europe. C'est comme ça qu'ont émergé les premières vraies tendances. C'est vraiment comme ça qu'on a commencé à avoir un système de mode qui s'apparente au nôtre en fait. Ce que cache la mode chez Marie-Antoinette et ce pourquoi on la critique, c'est finalement son esprit libre et le fait qu'elle ne réussisse pas à s'adapter à la France ni même à la famille royale. Finalement la mode ça lui permet d'être une figure politique à part entière. Finalement la mode se fait outil de sa propre subjectivation. Marie-Antoinette va rencontrer une autre icône qui s'appelle Rose Bertin et elles vont devenir best. Rose Bertin, qui est-elle? C'est une femme qui est en fait une transclasse, disons-le, parce qu'elle est née dans un bled paumé d'une famille très pauvre et elle a ouvert sa première boutique Faubourg Saint-Honoré où elle vendait ses vêtements qu'elle faisait elle-même. Et cette boutique a gagné en popularité parce que Rose Bertin allégeait beaucoup la silhouette des dames qui à l'époque avaient des robes à panier. Le panier, qu'est-ce que c'est? C'est le sous-vêtement qui fait partir les hanches très loin comme ça à l'horizontale mais qui est très plat devant et derrière. Donc c'est pas la même chose que la crinoline parce que la crinoline au 19e siècle c'est avoir un côté beaucoup plus rond, beaucoup plus parapluie. Et bien Rose Bertin allège ces paniers qui devaient être monstrueux à porter. Elle va vraiment épurer la silhouette de la française et ça fait du bien et surtout ça marche parce que tous les aristocrates veulent porter du Rose Bertin. Dont Marie-Antoinette qui la rencontre et qui finit par la nommer ministre des modes. Je trouve que ce titre à lui seul valait cette vidéo finalement, ministre des modes. Ça claque quand même. Rose Bertin, ce qui est aussi intéressant avec elle, c'est que ça va vraiment préfigurer la figure du couturier qu'on a aujourd'hui. Cette figure de couturier, en l'occurrence couturière, un peu toute puissante, un peu génie, artiste incompris, qui va créer des choses magnifiques et que tout le monde va suivre. Donc c'est vraiment en fait un système de mode qui est préfiguré au XVIIIe siècle et qui nous est encore valable aujourd'hui. Ce que je trouve assez fort, c'est qu'on continue à perdurer dans cette manière de faire. Marie-Antoinette, avec sa comparse Rose Bertin, vont instaurer une mode
simplifiée. C'est-à-dire qu'après tout le truc un peu rococo de Louis XV, elles veulent revenir à quelque chose de plus champêtre. C'est vraiment l'inspiration campagnarde. Ceci se traduit par exemple avec la robe à la polonaise, qui est une robe qui se rapproche un peu des robes réversibles aujourd'hui, je dirais, parce qu'en fait il y avait un espèce de cordon qui passait sous les coutures de la robe, et quand on tirait dessus ça permet de l'ajuster de manière un peu différente, ce qui était très pratique et très commode pour pouvoir tout simplement se sentir plus à l'aise après le repas par exemple. Je dis ça, je dis rien. L'autre spécificité de cette robe, c'est que le corsage devant était fait de la même pièce que la double jupe. On a aussi la mode de la robe en gaule, qui est une robe d'intérieur généralement faite en coton blanc et qui se rapproche vachement de la nature. Tout le monde a Rousseau en tête et donc ses déclarations sur le retour à la nature, etc., etc. Donc dans la mode ça se traduit par cette robe là, mais aussi par beaucoup de chapeaux en paille, beaucoup de motifs floraux, beaucoup de petits rubans, enfin vraiment un petit mood bucolique, mignon, sympathique. Mais The Audacity va encore plus loin puisque Marie-Antoinette et Rose vont faire la robe bergère, qui est concrètement inspirée par qui? Par les paysannes. C'est une robe très simple avec le corset dont le lacet est visible devant, la jupe est souvent rouge foncé, avec une chemise blanche très simple. C'est vraiment une tenue qui s'inspire de la rue, de nous les prolos qui n'avons pas de fric, et en fait on se rend compte qu'aujourd'hui c'est toujours comme ça que marche la mode. The Queen a même simplifié les accessoires. Il y avait une coiffure à l'époque qui se faisait beaucoup qui s'appelait le pouf, qui était une coiffure en fait qui consistait à crêper les cheveux et à les mettre en boule sur le haut de la tête comme ça, et en fait il y avait un espèce de liseré de ruban qui ornait comme une espèce de coiffe en fait, avec beaucoup de rubans à nœuds plats par dessus. Et bien Marie-Antoinette a un petit peu enlevé tout ça, tous les froufrous, elle garde juste une ou deux plumes d'autruche parce qu'il faut quand même que ça le fasse, et elle le fait faire en forme d'ovale, ce qui simplifie généralement le travail. Pour conclure un peu sur Marie-Antoinette, je trouvais que c'était très intéressant de l'évoquer parce que elle a complètement utilisé la mode pour gagner une place politique en France alors qu'elle était la risée de tout le monde. C'est à partir de sa vision à elle qu'on a conçu l'habillement et la parure comme étant un plaisir en fait, et non pas seulement une commodité ou une nécessité. Je trouve ça assez fort et c'est quelqu'un qu'il fallait définitivement évoquer dans cette vidéo. Nous allons maintenant évoquer la mini-jupe. La mini-jupe, on la doit à notre chère Marie Quant, qui a été assez oubliée de l'histoire malheureusement. On a surtout le souvenir de Twiggy, mais c'est Marie Quant qui a été la première à faire la mini-jupe. Marie Quant, au début des années 60, c'est une créatrice de mode qui vit sa vie à Londres et qui commence à faire des mini-jupes pour ses potes, parce qu'elle dit qu'elle voulait faire une jupe dans laquelle les femmes puissent courir après les bus. Très trivial comme invention finalement. Donc elle commence à faire sa jupe pour ses copines, pour elle aussi, mais elle ne la vend pas pour le moment. Seulement tout le monde lui dit waouh, c'est génial cette idée, ça colle très bien au mood du moment qui est un peu le mood des swinging London, c'est-à-dire du Londres des années 60 qui est assez careless, insouciant, qui a envie de s'amuser. Marie Quant finit par faire une mini-jupe dans une de ses collections et ça marche du tonnerre. Il faudra néanmoins attendre 1965 en France pour que la mini-jupe s'instaure et se commercialise, surtout grâce à Courrèges, donc la maison parisienne qui est une maison que, soit dit en passant, j'adore, qui a fait ses premières mini-jupes pour sa collection printemps-été 1965. Donc on a quand même un peu de retard en France par rapport à Londres. Marie Quant, quant à elle, va instituer une véritable silhouette provocante, donc ça forcément sa mini-jupe, mais aussi des cuissardes lacées. Ça va être finalement le symbole d'une femme qui veut revendiquer son plaisir et s'émanciper au sein des relations sexuelles et même au sein de la société. Cet habit, presque malgré lui, va devenir un emblème politique de l'époque. On voit bien comment une transgression simplement vestimentaire va choquer les mœurs et bouleverser un peu le cours du temps finalement, donner un petit coup de pied aux fesses aux... Comment on les appelle? J'ai un gros trou de mémoire. Oh non, la honte. Conservateur. Mais c'est même pas conservateur que je voulais mettre, je voulais dire, c'était un autre. Bref, c'est pas grave. En fait, on s'en rend pas assez compte de nos jours, mais porter la mini-jupe au début des années 60, c'était presque un acte politique, un acte militant féministe, parce qu'elle était blâmée par toutes les institutions et par tous les vieux monsieur qui avaient beaucoup de pouvoir à l'époque. C'est-à-dire qu'elle était interdite dans les lycées,
Une femme s'est même faite virer de son travail après avoir porté une mini-jupe. Il s'agit de Noël Niblecourt, qui était présentatrice télé à Télé du Dimanche. Elle s'est fait licencier en 1964 pour avoir porté la mini-jupe. Donc il y avait vraiment un enjeu politique derrière, c'est-à-dire que c'était inacceptable, ça ne se faisait pas, ça a été quelque chose d'affreux. D'ailleurs Gabrielle Chanel l'a dit elle-même, c'est dégueulasse la mini-jupe, on voit les genoux, c'est complètement impudique, etc. Tout le monde, toutes les personnes un peu glam de l'époque va commencer à la porter. En France, c'est surtout Françoise Hardy, Catherine Dunine, Brigitte Bardot bien évidemment, enfin bref, toutes ces stars des 60s vont commencer à porter la mini-jupe et donner envie aux femmes de la porter tout simplement. Et au-delà de ça, en fait c'est un habit qui va hyper bien servir une cause féministe mais aussi une cause tout simplement sociale, qui est celle de la libération des mœurs et de la nécessité d'avoir une révolution sexuelle à cette époque. Cette révolution sexuelle, elle se fait notamment grâce aux avancées scientifiques qui permettent la démocratisation de la contraception tout d'abord, mais aussi avec la volonté féministe de disposer de son propre corps, qui est une chose qui à l'époque est encore très difficile à faire. À l'époque, il y a quand même une résonance assez actuelle malheureusement. Cette mini-jupe, elle permet de catalyser la volonté qu'ont les femmes à cette époque d'être libres dans leur corps et d'être libres dans leur manière d'être vues dans l'espace public, et qu'on arrête de leur dire qu'est-ce qu'elles doivent porter, qu'est-ce qui est décent, qu'est-ce qui est impudique, etc. Je vais donc clore cette vidéo avec une autre citation parce que la boucle se boucle. Une citation de Roland Barthes qui écrit en 1969 dans Marie-Claire à propos de la jupe: ce n'est pas un raccourcissement mais une construction parfaite. Je suis grave d'accord avec lui. C'était tout pour cette vidéo, j'ai plus de batterie donc je vais me dépêcher de faire l'outro. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de commenter, me dire si ça vous plaît ou pas. J'ai écrit un article au sujet du pouvoir et de la mode, de la politique et de la mode, où j'entre dans ces questions de manière un peu plus poussée. Vraiment j'ai adoré l'écrire, donc ça me ferait plaisir que vous alliez le lire et que vous me disiez en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi quelle figure politique ou quelle mode politisée vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines vidéos de cette série. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt sur mon compte Instagram ou sur mon blog. Bye!